Votre pays va occuper la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de décembre, dans quelques jours. Quelles sont les priorités de votre présidence? Je voudrais d'abord, au nom du président Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui sera avec nous dans quelques jours pour présider un des événements phares de notre présidence du Conseil de sécurité pour le mois de décembre, vous saluer et vous dire toute la reconnaissance qui est la sienne vis-à-vis de l'ONU, de son secrétaire général et de toutes les personnalités qui sont à la base du fonctionnement au quotidien de cette grosse machine. Je voudrais également signaler l'honneur qui est pour la Côte d'Ivoire après 26 ans de non-présence au Conseil de sécurité, d'y être aujourd'hui et d'en assurer la présidence au mois de décembre. Ça paraît comme un rêve. C'est un rêve donc à devenir réalité. Nos priorités sont essentiellement celles du Conseil de sécurité, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Vous savez, en Côte d'Ivoire, nous sommes des amoureux de la paix. Et nous disons d'ailleurs que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Et nous avons au quotidien, dans notre vécu, un comportement de paix. Quoi de plus normal que nous soyons donc au Conseil de sécurité pour aider la communauté internationale à imposer la paix, sinon à maintenir la paix, afin d'assurer la sécurité pour un développement partagé. C'est là d'ailleurs une transition magnifique pour vous parler du premier débat important qui va avoir lieu justement dans le cadre de cette présidence le 5 décembre. Ce débat de haut niveau présidentiel qui sera présidé par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara lui-même. Et le thème de ce débat, c'est précisément cela, c'est la reconstruction post-crise, paix, sécurité et stabilité. Ce que nous voulons pour nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous le voulons aussi pour le monde entier. Et surtout quand on jetait un coup d'œil de par le monde entier sur cette planète, nous voyons partout des points rouges qui clignotent. Hier encore, dans la mer d'Azov, il semble qu'il y ait quelques petites difficultés. Nous pensons que ces choses-là, nous, au Conseil de sécurité, nous avons le devoir de faire en sorte que ça ne dégénère pas, même si ça n'arrive pas, même si ça devait arriver tout le temps, parce que de toute façon, c'est le premier président de la Côte d'Ivoire qui disait que l'homme ne peut vivre sans nuire. Mais l'essentiel, c'est de faire en sorte de nuire le moins possible. Et je crois que c'est à cette tâche que nous allons, nous aussi, avec la collaboration et la coopération de 14 autres membres du Conseil de sécurité, c'est à cela que nous allons nous atteler, avec l'espoir que nous aurons contribué tant soit peu à la paix de l'humanité, à la fin de notre mandat. La Côte d'Ivoire est membre non permanent du Conseil de sécurité depuis le début de l'année. Quel est le bilan que votre pays tire de sa présence au Conseil de sécurité depuis le début de l'année? D'abord, avant de parler du bilan, je voudrais parler de la joie que nous avons eu à retrouver les bancs du Conseil de sécurité. Et ensuite, reconnaître qu'il s'agit d'une tâche redoutable, exaltante à la fois. Et nous nous sommes attelés avec beaucoup de confiance et en une foi à l'avenir. Nous avons participé depuis le début de notre présence au travail qui a été effectivement effectué dans cette instance. Nous avons, selon nos sensibilités, nos intérêts et notre vision du monde, participé ou co-sponsorisé des résolutions, voté comment dirais-je, voter des décisions que nous pensions être de nature à aider à maintenir la paix dans le monde. Vous savez, nous pensons que des éléments comme l'embargo sur les armes, les sanctions ciblées et tout cela, nous pensons que
Tout cela est important pour une sortie de crise. Lorsqu'il y a crise quelque part, nous l'avons vécu, nous l'avons expérimenté. C'est d'ailleurs ce qui fonde aussi notre volonté, qui aujourd'hui est devenue réalité, de participer aux travaux du Conseil de sécurité. Et donc je disais que même ces choses que nous avons eu parfois à voter, pour nous s'inscrivaient dans une perspective de paix, toujours. Pas pour nuire à un pays, mais dans une perspective de paix. Parce que, je le répète, pour nous, la paix, elle doit être en Côte d'Ivoire, mais elle doit être également partout dans le monde. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a achevé son mandat en 2017. Ce mandat s'est achevé sur un succès. Quelles sont les leçons que la Côte d'Ivoire a tirées depuis la fin de ce mandat de l'ONUCI? Quelles sont les leçons que le Côte d'Ivoire a tirées et qu'elle aimerait partager avec les autres pays membres du Conseil de sécurité? Vous touchez là l'essence même de notre présence au Conseil de sécurité, partager. Le terme pour nous très important, partager. Nous avons en Afrique, comme vous le savez, une société de partage. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une société de partage. Et donc, nous voulons partager avec le monde ce qui est bien. Partager ce qui est bien chez nous. Et vous l'avez dit, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire a été un succès. Mais un succès, ça se construit. Ça se construit. Une bonne sauce, comme on dit chez nous, ça se prépare avec des ingrédients. Les ingrédients pour que cette sauce soit, in fine, très exquise. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le premier ingrédient, c'est d'abord la volonté de sortir de la crise. La première des choses. Et cette volonté induit la bonne foi. Pas toujours présente, mais une certaine dose de bonne foi. Et nous l'avons eu en Côte d'Ivoire. Et avec la bonne foi intervient une forte appropriation des initiatives qui sont prises dans la perspective de sortie de crise. Cela aussi, nous l'avons acquise. Et nous avons poussé la bonne foi tant et si loin que nous avons même demandé que l'ONU participe à la certification du résultat des élections qui ponctuaient une décennie, que je dirais perdue, mais une décennie de troubles sociaux-politiques. Malheureusement, cette ponctuation a été de nature militaire, mais très vite s'est construit, ce qui nous a permis d'en sortir. C'est cela qu'il s'agit, mais il s'agit aussi d'avoir un leadership de qualité, un leadership visionnaire, un leadership résolument tourné vers la satisfaction des biens, la satisfaction des espoirs de leur peuple. Et c'est ce qui s'est passé chez nous. Nous avons eu la chance d'avoir, au sortir de la crise, quelqu'un qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a des qualités extrêmement hors normes. Je ne parlerai pas seulement de ses connaissances économiques et de ses entregenres, mais c'est une personnalité hors norme, j'allais dire, dans tous les sens du terme, qui a eu une vision, qui a tracé une trajectoire sur laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes engouffrés. Et au bout de quelques années, nous avons pu récolter les fruits de cette aventure vertueuse dans laquelle nous étions engouffrés. En 2011 déjà, le pays avait enregistré une croissance de sa richesse nationale de l'ordre de 9%. Cette croissance a été soutenue à ce rythme-là jusqu'en 2016. Et puis en 2017, nous sommes retombés, nous avons perdu, je crois, un point ou un demi-point. Cela est dû aux conditions drastiques et au prix totalement incorrect, si je ne veux dire, injustifié du prix du kilogramme de cacao,
sur les marchés internationaux, ça fait que nous sommes situés entre 7, 8 et 8%. Les institutions de Bretton Woods prévoient une croissance de 7 à 7,8% pour 2018. Vous voyez, c'est très rare des cas de ce genre. On sort juste d'une situation difficile et en moins d'une décennie, tous les ans, toutes les années, nous avons eu une croissance de l'ordre, en fait, de l'ordre qui oscillait entre 7 et 9%. N'eût été cette situation justement de la mévente ou bien du prix particulièrement bas du cacao sur le marché international, nous aurons eu certainement une croissance à 2 chiffres. Mais nous ne désespérons pas de le faire bientôt, puisque tout le travail que nous faisons et la vision que nous avons font que nous sommes convaincus que nous sortirons de la situation dans laquelle nous sommes pour nous inscrire résolument dans le peloton des pays émergents. Ça, c'est certain. Et si nous avons pu, malgré ces difficultés, les méventes de notre principal produit d'exportation, si nous avons pu quand même maintenir ces niveaux de croissance, cela est dû à la gouvernance. Donc l'une des leçons que nous pourrons également tirer de cette période, c'est la qualité de la gouvernance. La qualité de la gouvernance, la résilience, mais la qualité de la gouvernance et surtout la qualité du leadership. Nous avons eu cela et ça nous a aidés. Et puis lorsque vous y ajoutez, comme je le disais tantôt, la volonté d'aller à la paix, l'appropriation forte des initiatives, et ça donne ce que nous avons. Donc nous disons en fin de compte que la guerre n'est pas une fatalité, pourvu qu'on veuille en sortir. La Côte d'Ivoire joue un rôle important pour la paix, la stabilité, le développement en Afrique de l'Ouest. En quoi, selon vous, il est important de renforcer les relations entre l'ONU et les organisations régionales? Écoutez, ça, le ministre des Affaires étrangères, qui est très versé dans ces choses-là, a accepté d'en faire le thème de son débat, du débat ministériel qui aura lieu le 6 décembre. Le 6 décembre, en présence de ses pairs d'un certain nombre de pays et de tous les représentants permanents ici. Pour nous, c'est important. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, lorsque la crise a éclaté, nous avons eu tout de suite l'aide de la CEDEAO. Nous avons eu le Sénégal qui est arrivé. Le Nigeria s'est préparé à venir. Lorsque l'ONU a pris les choses en main, pour parler ainsi. Et donc, vous voyez déjà la CEDEAO, l'ONU. Donc, l'ONU, vous voyez, c'est allé en crescendo. Donc, pour nous, c'est la conjugaison tout à fait savante qui a existé entre ce qui était fait au nom du principe de subsidiarité et ce que l'ONU a pu faire en tant que fêtière internationale. Ça a beaucoup compté dans le processus de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous disons que, outre l'appropriation nationale des initiatives, il faut une convergence, une espèce de synergie d'action entre le niveau régional, d'abord l'État, le niveau régional et le niveau international, à savoir l'ONU, pour que les choses se fassent de façon correcte, et rapide, et j'allais dire normale. Et donc, il est temps aussi que en Afrique, nous prenions conscience de ce que nous devons prendre en charge de façon collective notre sécurité, et comme nous le faisons aussi en totale solidarité dans le domaine économique. Avec d'abord la CEDEAO, lui et moi, la CEDEAO, ensuite viennent à notre rescousse toutes ces organisations
que sont les FMI, la Banque mondiale, etc., etc. Ce qui se passe là-bas est également ce qui se passe aussi dans le domaine de la sécurité. Est-ce que votre pays, la Côte d'Ivoire, a des propositions spécifiques pour renforcer les relations entre la CEDEAO, par exemple, et l'ONU? D'abord, nous voulons nous féliciter de cet acte spécifique qui a été posé entre les Nations Unies, donc le Conseil de sécurité et le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Nous sommes partie prenante de cela et nous l'avons salué en son temps et nous l'appuyons fortement. Et donc, pour nous, ça va de soi à partir de la CEDEAO, membre de l'Union africaine, a applaudi justement la signature d'un accord formel de coopération entre le Conseil de paix et sécurité et le Conseil de sécurité. Nous disons que cela participe de notre volonté de voir les questions de sécurité comment dire, traitées de façon collective. Voilà. En septembre dernier, donc lors du débat général de l'Assemblée générale, le vice-président de Côte d'Ivoire a souligné qu'il était temps de réformer le Conseil de sécurité, notamment sa représentativité, pour le rendre plus efficace. Est-ce que pendant votre présidence, pendant la présidence de la Côte d'Ivoire, est-ce que votre pays va essayer de faire avancer ce sujet? Oui. Nous comptons le faire, mais pas tout seul, avec l'aide des autres pays, parce que c'est comme ça que le travail se fait au Conseil de sécurité. Mais nous voulons dire que la réforme du Conseil de sécurité, la réforme de l'ONU, même s'impose à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Afrique, je me suis laissé dire qu'en 2100, l'Afrique comptera à peu près, je crois, 40%. En tout cas, la jeunesse africaine déjà comptera pour 40% de l'humanité. 40%, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, c'est-à-dire qu'un jeune sur deux pratiquement viendra de l'Afrique. L'Afrique atteindra près de 4,4 milliards d'habitants à l'horizon 2100. 4,4 milliards d'habitants sur les 10 milliards attendus, je crois. Ça fait que pratiquement une personne sur deux habitera en Afrique. Comment pouvez-vous comprendre qu'un continent comme l'Afrique n'est pas un seul représentant permanent aux Nations Unies, alors qu'un continent que nous aimons bien, mais qui est nettement plus petit que le nôtre, notamment l'Europe, a plus d'un représentant. Vous avez la France, vous avez la Grande-Bretagne, pour ne pas les nommer. Voilà, déjà, je pense que là, il y a quand même, je ne dirais pas une injustice, mais il y a quand même quelque chose de normal à rétablir. Il faut rétablir tout cela. Et puis vous avez aussi l'Afrique qui participe énormément aux opérations de maintien de la paix, le plus grand fournisseur des contingents. Il faut en tenir compte. Puis au-delà de l'Afrique, la nécessité de la réforme de cette lourde administration s'impose aussi parce que vous avez des pays comme le Japon qui sont très gros contributeurs au plan financier. Vous avez l'Allemagne, l'Inde vient à grande vitesse, et puis d'autres. Il est donc difficile de comprendre que le statu quo demeure. Donc naturellement, nous sommes prêts à appuyer le secrétaire général dans toutes les initiatives qu'il prendra pour réformer justement cette machine. C'est le sens de notre soutien au secrétaire général dans le cadre de FOP. Nous n'avons pas hésité à signer ce document, la déclaration commune, parce que, comme vous le savez, nous étions parmi les 10 premiers à le faire. Aujourd'hui, il y a 150 pays qui l'ont fait, tant mieux. Je veux dire que nous avons fait école et cela nous réjouit. Voilà ce que je crois pouvoir dire. Et toute initiative qui ira dans ce sens rencontrera l'assentiment de mon pays.
Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis de parler de mon pays. Je vous remercie et bonne présidence. Inch'Allah.